I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème lourd mais essentiel qui est les violences conjugales. Alors pour en parler avec moi, deux petits stagiaires pour les auditeurs assidus, et je suis sûr que vous êtes des auditeurs assidus de RCN. Vous avez peut-être entendu nos stagiaires cette semaine dans diverses émissions. Donc on accueille Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Ça va? Alors, contente de participer à cette émission. Oui, tu as bien sûr. travaillé. Et Timothée. Bonjour. Bonjour. Avec nous, donc, pour parler de ce thème, nous avons Yvette Gartner, qui est chargée de mission auprès du conseil départemental sur le droit des femmes et à l'égalité. J'ai déjà dit une erreur. Oui, parce que je ne dépends pas du conseil départemental, mais c'est pas grave. Donc, je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Voilà. Et c'est un poste qui dépend du ministère des droits des femmes. Voilà. Donc, c'est un poste fonctionnaire d'État. Mais mes informations ne sont pas à jour. Bon. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Bon, en tout cas, vous êtes chargé de la politique publique de lutte contre les violences conjugales et plus généralement sur le droit des femmes et à l'égalité entre les sexes. Nous avons également Émilie Voiteau, qui est juriste, spécialisée également dans le droit des femmes. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Denis Jambel, qui est conseiller conjugal et familial, très important, qui va parler avec nous, qui va aborder tout le thème de l'emprise, notamment au sein des couples où s'exerce la violence. Donc on va peut-être déjà commencer par les plus jeunes, qui ont travaillé sur le thème des violences. Alors qu'est-ce que vous en avez retenu? Alexia. J'ai retenu que chaque année, SSM Battu avait affirmé recevoir 2500 appels et mails, et que les hommes qui ont été victimes de violences conjugales, c'était souvent entre 25 et 44 ans. Et qu'il y avait 37% des femmes qui ont vécu au moins un épisode de violence, et que le reste était 18% des autres femmes qui sont mortes à cause des victimes, de la violence conjugale. Et 6% ont eu des violences et 1,4% des autres femmes ont eu des idées suicidaires. Timothée? Et moi, 547 000 victimes en France en 2015, 136 personnes qui sont mortes en 2015 et 11 enfants tués par leurs parents aussi en 2015. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous qui êtes jeune, qui abordez peut-être ces questions pour la première fois, ça vous semble beaucoup? Moi, ça me semble beaucoup, et surtout pour les hommes, ça m'a un peu étonnée. Il y a des violences aussi faites contre les hommes. Oui, voilà. D'accord. Peut-être faire rebondir Madame Gartner sur ces chiffres. Oui, alors effectivement, rebondir sur ces chiffres, parce que là, Timothée a évoqué les chiffres au niveau les homicides. Voilà. Donc effectivement, on est malheureusement dans le plus dramatique de la violence, qui est le signe d'une souffrance
tant pour l'auteur que pour la victime, mais également après pour les familles. Parce que c'est très très lourd pour les familles d'avoir effectivement à vivre ces homicides qu'on qualifie ou de meurtre ou d'assassinat. La différence, c'est que lorsque c'est un assassinat, eh bien, il y avait une préméditation, alors que le meurtre, bon, il n'y a pas de préméditation. Et je veux également rebondir sur ces chiffres parce qu'effectivement, c'est bien 136 personnes qui sont décédées sous les coups de leur mari. Enfin, sous le coup du conjoint, je m'excuse. Et de ces 136 personnes, ce sont 115 femmes qui ont été victimes et 20 hommes victimes. Donc majoritairement des femmes. Majoritairement des femmes. Et effectivement, ce sont 11 enfants aussi qui sont décédés concomitamment donc à l'homicide du père ou de la mère. Mais souvent, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que il y a d'autres victimes parce que les auteurs, pour la plupart, se suicident après. Et c'est au total, eh bien, 200 personnes qui sont décédées en 2015. Des conséquences directes. Est-ce qu'on a si vous avez les chiffres, est-ce qu'on a une évolution du phénomène justement de violence conjugale, en tout cas au niveau des homicides Il y a des baisses. Il y a des baisses. Il y a des baisses, voilà. Donc ça veut dire aussi que nos campagnes permettent de prendre conscience. Et puis c'est surtout tout le réseau, tous les professionnels qui ont été mobilisés pour détecter les situations de violence et puis aussi accompagner la personne victime dans le cadre d'hébergement d'urgence, dans le cadre d'un téléphone grave danger. Donc c'est tous ces outils qu'a mis en place le gouvernement lors de son 4e plan de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un plan qui est sur une durée de 3 ans. On appelle un plan triennal. Et actuellement, on est sur ce plan 2014-2016. Et lors de la journée du 25 novembre 2016, donc dans quelques semaines, eh bien, la ministre annoncera les nouvelles mesures qui seront prises à l'occasion du 5e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je ne peux pas dévoiler le plan parce que d'une part, j'en connais pas la totalité du contenu. Alors on vous réinvitera. Voilà, exactement. Mais on sait que sur des actions qui ont été donc mises en place lors du 4e plan, on aura une reconduction puisque quand les actions fonctionnent, il faut pérenniser aussi les différentes actions. Donc surtout qu'on imagine bien que sur des thèmes comme cela, il n'y a pas d'acquis. En réalité, non, pas d'acquis. C'est une lutte de tous les jours. C'est une lutte de tous les jours. Il faut aussi rappeler que la violence conjugale, eh bien, elle se passe dans tous les milieux sociaux. Tous les milieux, il n'y a pas de personne épargnée, et qu'elle se passe également durant toute la vie du couple. Alors effectivement, on recense des épisodes un peu plus importants chez des jeunes couples, notamment à l'annonce de la première grossesse, voilà. Et puis au moment aussi de la séparation, où il y a des pics de violence, mais ça, on abordera on en reparlera, voilà. Un peu plus. Voilà. Plus tard mais en fait, c'est aussi surtout sensibiliser les professionnels et leur apporter des formations. Parce que on avait donc des médecins qui, dans leur formation initiale de médecin, eh bien, n'abordaient pas la question des violences conjugales. Et aujourd'hui, c'est un module de formation qui fait partie de leur cursus de formation. Également les juges, les magistrats, également les sages-femmes et également les infirmières. Et là, cette année, il y a eu donc des médecins urgentistes dans les services d'urgence des hôpitaux qui ont été désignés référents et eux-mêmes également ont reçu ces formations. Donc on peut dire aujourd'hui que sur le plan national, grâce à la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes, eh bien que 200 000 professionnels aujourd'hui ont été formés à des modules de formation spécifiques dédiés aux professionnels, et que cette année, plus de 400 médecins urgentistes viennent d'être formés. Alors on parle de violence, peut-être la première chose à faire, c'est de définir ce qu'est une violence et quelle réalité elle recouvre.
Donc je vais me tourner vers mademoiselle Voiteau, ou madame Voiteau. Oui, madame Voiteau. Bon, madame Voiteau. Pour nous définir un peu ce qu'est le terme de violence du point de vue de la loi. Bien sûr. Comme je reprends un peu ce que madame Gartner disait, ça touche toute la société entière. Hein. Les violences, ça peut toucher toute classe, tout âge. Ça s'applique un petit peu à tout le monde. Et le plus difficile, c'est que c'est fait à l'abri des regards, dans le secret, dans la sphère privée. Et c'est pour ça que c'est difficile de la révéler. Hein. Quand on se fait agresser dans la rue, il est plus simple d'aller déposer plainte. Alors que dans la famille, il y a beaucoup d'affects et beaucoup de conséquences et d'autres choses. La violence conjugale, je peux donner une petite définition. Hein, c'est un abus de pouvoir dans une relation de couple où l'un des partenaires utilise un rapport de force pour contrôler l'autre. Après, il y a une déclaration de l'ONU qui est plus ciblée sur les femmes, qui définit la violence faite aux femmes comme tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Et c'est là que toutes les formes de violence apparaissent, puisqu'elles peuvent être psychologiques, verbales, économiques et sexuelles. La violence psychologique, elle a été reconnue en 2010. Elle a été définie, on parle de menaces, de harcèlement. C'est un petit peu compliqué par rapport à la violence physique qui est plus simple à prouver, puisque on va en parler tout à l'heure, un certificat médical peut faire état de coût. Tout ce qui est psychologique, c'est sur la parole de la personne, et c'est plus délicat de définir cette violence. Elle est plus compliquée. Et la violence économique, c'est plus sur le budget de la famille, où on va faire des rétentions sur l'argent, distribuer un petit peu d'argent tous les jours. En tout cas, ne pas laisser libre la possibilité de gérer le budget, quoi. Ouais. Donc, on a vu donc les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup à la question des violences conjugales. La loi a beaucoup évolué également. Encore les évolutions récentes ont permis de définir notamment le viol intra-conjugal, qui n'était pas forcément formulé comme cela, à cause du devoir conjugal. On en parle encore. Il n'y a pas de viol entre époux. Il n'y a pas de viol entre époux. Pourtant, la loi aujourd'hui le reconnaît. Oui. Est-ce que il y a eu des évolutions récentes sur les violences conjugales au niveau législatif? Est-ce que des projets sont en cours? Ou voilà, quel est l'état du droit actuellement? La violence conjugale, il y a déjà une chose importante. En 2006, il a été considéré, le 4 avril 2006, c'est une loi, justement, le fait d'être conjoint ou même ex-conjoint, partenaire de Pacs, concubin ou marié, c'est une circonstance aggravante. Le fait d'être lié justement par ce Pacs ou ce mariage fait que ça devient une circonstance aggravante. Du coup, les peines peuvent être plus graves. Ensuite, on parlait du viol entre époux. En effet, vous parliez de devoir sexuel. C'est vrai que ça faisait un petit peu partie de ça. Sauf que l'idée du viol, c'est qu'il n'y a pas le consentement. C'est vraiment ça. Et dans le couple, c'est pareil. On a le droit de dire non ou de ne pas être d'accord ou on n'a pas envie, tout simplement. Et ça a été reconnu, en effet. Mais ça a mis du temps. Au départ, c'était juste des jurisprudences de tribunaux. Mais on n'osait pas mettre ça dans la loi. Ça a été compliqué. Et puis, c'est arrivé en 2006, en même temps justement que ces circonstances aggravantes. Et ensuite, 2010, les violences psychologiques, bien entendu. Et puis après, il y a eu des mesures de protection qui ont été mises en place avec la loi de 2014, si je ne me trompe pas. 4 juillet. Oui, c'est ça. Réalité, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui justement, là, va définir l'ordonnance de protection. Donc là, c'est un petit peu plus large. C'est pour justement mettre la victime à l'abri. Après, en fonction du cas, on définit si on donne l'adresse, si elle peut garder les enfants, si elle peut être protégée, mesure d'éloignement, si elle garde le domicile ou pas. Donc ça prend globalement la situation de la personne et puis on va définir des actions pour la protéger. C'est vraiment l'idée. Et lié à ça, il y a l'éviction du conjoint violent. Alors c'est lié, c'est en lien, et justement le juge va voir ce qui est le plus opportun pour la personne victime en fonction de sa situation, de ses possibilités aussi, si on la laisse dans le domicile et si on fait sortir monsieur ou madame. C'est appliqué aux deux exactement. En tout état de cause, la première chose à faire déjà pour la victime, c'est de passer le cap du dépôt de plainte. Oui, c'est... Donc, alors... Souvent, on a affaire à des femmes isolées, psychologiquement diminuées dans le sens où il y a des années, certainement, et je pense que vous n'allez pas me contredire, Monsieur Jambel, des années où elle a été dévalorisée. Comment faire pour justement
amener les femmes à franchir ce cap du dépôt de plainte et d'aller accuser son époux, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner, parce que j'imagine que quand on a des enfants notamment, c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà peut-être au niveau de cette étape là, psychologiquement, comment faire, et juridiquement ensuite on verra ces deux aspects-là. Alors d'abord, avant d'aller porter plainte pour des violences, il faut être conscient de subir des violences. Alors quand il y a des coups, des marques, évidemment, là, la conscience est là, évidemment. Et puis, il y a le regard des autres sur ces marques, sur ces stigmates des violences. Quand il s'agit de violences psychologiques, économiques, sexuelles, ça ne marque pas. Personne ne s'en aperçoit dans l'entourage. Et la personne elle-même, du fait de la relation d'emprise qu'elle entretient avec son persécuteur, avec son conjoint, finit par douter elle-même qu'elle est victime de violence, ou elle n'a pas trop conscience. Elle pense que c'est son comportement qui induit la violence, que c'est son incapacité à répondre aux besoins, aux demandes, aux exigences, aux dictates du persécuteur, du conjoint persécuteur. Et il m'arrive de voir en consultation des femmes qui me disent mon assistante sociale m'a dit que j'étais victime de violence. Donc ça vient de l'extérieur. Alors, oui, c'est sûr, ça peut paraître parfaitement étonnant, mais ces personnes ont besoin de verbaliser ce qui leur est arrivé. Et là, je rentre dans le détail de ce qui leur est arrivé, du type de relation qu'elles ont avec leur conjoint. Et mon rôle à ce moment-là, c'est de dire, mais oui, madame, ce que vous subissez est inacceptable. Ce n'est pas légal. La loi l'interdit. Et vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous subissez parce que c'est juste anormal. Et souvent, les femmes ont besoin de cette confirmation de l'extérieur que ce qu'elles vivent n'est pas normal et ça peut venir entamer leur croyance qu'elles méritent ce qui leur arrive. Et ça peut être un pas vers pour porter plainte, pour aller porter plainte, pour faire une main courante, pour envisager de faire quelque chose contre. Oui, vous parliez du phénomène d'emprise. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être plus développer ce qu'est le phénomène d'emprise ? Parce que est-ce que, de façon générale, dans les couples violents, les coups arrivent tout de suite, ou est-ce qu'il y a d'abord un travail de déconstruction, ou est-ce que d'abord on a une emprise psychologique qui amène ensuite à des violences physiques ? En règle générale, votre expérience ? Alors, d'abord, il convient de vraiment dissocier les couples violents, ce qu'on appelle des couples où il y a des transactions violentes, c'est-à-dire que les deux membres du couple exercent des violences sur l'autre, et des situations où un conjoint subit la violence de l'autre. C'est vraiment bien différent, cette question. Le phénomène d'emprise, il sera assez long et délicat évidemment à décrire et à définir, mais je vous propose une petite analyse sur deux situations de couple généralistes. Le couple qu'on peut appeler de type 1. C'est un couple horizontal où chacun est l'égal de l'autre, où on négocie, où on se dispute, voire on s'engueule, c'est pas un problème. On a le droit de se disputer, on a le droit au conflit dans les couples. Attention, je dis pas qu'il faut pas de conflit dans les couples, il en faut bien évidemment. Mais ce qui caractérise surtout ce couple, déjà, c'est l'égalité des conjoints. Ou en tout cas, il y en a un qui peut prendre, parfois qui peut être le moteur du couple, et puis ça change, des fois c'est l'autre, ça dépend des champs de la vie. Mais ce qui caractérise surtout ce couple, c'est que la loi est à l'intérieur. La loi est à l'intérieur de ce couple. Ce qui fait que on peut avoir des conflits, on peut se disputer, mais on ne s'insulte pas, on ne tire pas les cheveux, on frappe pas, on menace pas l'autre de le tuer, on menace pas de se suicider, etc., etc. On menace pas de s'en prendre aux enfants, on menace pas d'enlever les enfants, etc. La loi est à l'intérieur de ce couple. Et il y a le couple de type 2. Tout ça est très schématique, mais ça permet d'être concis. Le couple de type 2, c'est une relation verticale
Et ce qui caractérise ce couple, c'est que la loi n'est plus à l'intérieur de ce couple. Au lieu de ça, il y en a un qui impose sa loi à l'autre. Et donc une loi qui est coercitive, qui ne donne pas sa place à l'autre, et qui correspond, c'est des lois qui s'écrivent au fur et à mesure. Elles peuvent être tout à fait changeantes, émouvantes, mais en tout cas, c'est cette personne qui met en place la relation d'emprise, sous toutes les formes qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, économiques, psychologiques, etc., physiques, sexuelles, fait sa loi. Et dans ce type de couple, donc la loi n'est pas présente, on l'a bien compris, il y en a un qui fait la loi, et la personne qui subit ça, en général les femmes, mais quand il s'agit d'hommes qui subissent des violences, le fonctionnement est strictement le même. Ça c'est important de le comprendre. Mais en majorité, ce sont des femmes qui subissent ça pour des raisons culturelles, pour des raisons... d'une culture enracinée, millénaire, hein, et profonde dans nos sociétés, mais pas que dans la nôtre, hein, dans nos sociétés. Et il y a 3 solutions quand on est dans une relation de type 2, où il y en a un qui fait la loi, c'est on se soumet, on se bat, c'est là qu'il peut y avoir des couples à transactions violentes, ou on s'enfuit. J'ai pas trouvé la 4e voie encore. Et donc, une fois que cette prise de conscience a été faite, quelle possibilité il y a matériellement, je veux dire, pour les femmes, de se sortir de ce schéma-là? Déjà, comment et où aller faire un dépôt de plainte? Qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau des enfants, pour la garde des enfants, pour l'attribution du logement, pour les mesures d'éloignement du conjoint? Est-ce qu'on pourrait faire peut-être une vue d'ensemble des possibilités qui s'offrent aux femmes? La première étape, c'est le lien, comme disait Denis Jandel, sur le premier professionnel qu'ils vont rencontrer. Hein. Souvent, ça serait bien, mais souvent, ils ne vont pas voir la police tout de suite. Hein. Ça va passer par une assistante sociale, par le CIDFF, par une amie qui va lui dire « Tiens, moi j'ai entendu parler de ça, etc. » L'idée, c'est déjà de révéler ces violences et prendre conscience qu'on est dans ce schéma de violence. Et ensuite, selon les compétences de chacun et les missions de chacun, on peut les accompagner au mieux. Et c'est vrai qu'au CIDFF, bien sûr, on valorise l'idée d'aller déposer plainte, ou tout du moins une main courante. Mais c'est vrai que maintenant, il est dit aux services de police et de gendarmerie que dès qu'il y a violence, c'est un dépôt de plainte. Sauf que ça peut bloquer certaines personnes puisque les conséquences sont un petit peu différentes. Une main courante, c'est comme un acte administratif où on renseigne des éléments. Hein. C'est pas tout de suite transmis au parquet. Normalement, ça devrait l'être pour violence, mais en tout cas, ça a moins de conséquences qu'un dépôt de plainte qui, lui, va engager il va y avoir une enquête, une convocation de la personne pour l'entendre, hein, bien entendu. Donc, il est plus compliqué de déposer plainte et de rentrer à la maison ensuite. Hein. Enfin, c'était un petit peu cette idée-là. C'est important, en tout cas, si on veut qu'il y ait des poursuites et être protégé. Sans dépôt de plainte, c'est un petit peu délicat. Il y a une autre chose qui est importante, c'est le certificat médical de constatation. Le dépôt de plainte n'est pas un préalable à ce certificat. Bien sûr, on peut le faire établir par un médecin traitant, mais il y a des unités, comme l'unité médico-judiciaire de Brabois, qui est spécialisée justement avec un médecin légiste, des psychologues, et qui ont l'habitude des violences conjugales. Et puis là, on parle d'un vrai certificat médical, parce que certains juges considèrent que c'est de la complaisance quand ça vient du médecin traitant, qui connaît bien la personne, donc du coup va être dans l'affect, etc. Donc là, au moins, c'est officiel. Voilà. S'il y a un dépôt de plainte, automatiquement, les services de police remettent un document et prennent un rendez-vous à l'unité médico-judiciaire de Brabois. Et dans ce cas-là, le certificat médical est gratuit. Ou alors, il est possible de ne pas déposer plainte et d'aller directement à l'UMJ pour aller faire certificat. Et le coût est de 23 €, hein, comme une consultation classique. Mais si on a les deux, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour demander des protections par la suite. L'engagement de l'action publique suite au dépôt de plainte, est-ce que c'est forcément uniquement la victime qui peut engager le dépôt de plainte, ou est-ce que des professionnels de santé peuvent faire un signalement en cas de violence sur majeur?
C'est ça, parce que quand on est majeur, même si on va signaler à la police, on va dire oui, mais vous n'êtes pas la victime, vous ne pouvez pas. Alors après, il y a le pendant, c'est la non-assistance à personne en danger. Ça, c'est vrai. Si la personne révèle et ne veut pas y aller, alors on peut toujours le signaler au service de police en tant que professionnel. D'ailleurs, certains médecins peuvent avoir le secret professionnel qui peut être levé dans certains cas pour aller justement parler de ces faits-là. Mais si la victime refuse, elle, par la suite, qu'on l'accompagne, qu'on prenne ce dépôt de plainte, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose de mis en place, on ne pourra pas vraiment le faire à sa place. Après, si les faits sont très graves, le parquet peut tout de même poursuivre sans l'aide de la victime. C'est possible. Mais dans la pratique, il y a tellement de personnes qui déposent déjà plainte et on attend des poursuites. Alors si la victime n'est pas associée à ça, je dois avouer que c'est un petit peu compliqué. Mais en effet, toute personne peut aller en gendarmerie ou à la police, dire voilà, j'ai été témoin, ou en tout cas on m'a rapporté ces paroles-là, je tenais à vous le signaler. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord. Et au niveau des délais de la justice, parce qu'on s'imagine bien que on se trouve dans une situation d'urgence, on imagine une mère de famille qui va reporter plainte, qui doit ensuite retourner dans son foyer auprès de son mari et ses enfants. Est-ce qu'il y a des procédures d'urgence qui peuvent être mises en place pour l'éloignement du conjoint, ou en tous les cas protéger la victime? Il est possible alors par l'intermédiaire d'un avocat, ce qui est beaucoup plus simple, de saisir le juge aux affaires familiales, comme on dit en urgence, en référé, pour obtenir justement des mesures dans les 15 jours, parce qu'en effet, parfois les procédures juridiques sont tellement longues, on ne peut pas attendre plusieurs mois, pour demander donc cette fameuse ordonnance de protection. Mais pour avoir cette ordonnance de protection, comme on en parlait avant, il faut des éléments. Et ces éléments, c'est un dépôt de plainte, des certificats médicaux, etc. Si on demande des mesures d'urgence et de protection, il faut avoir fait une démarche et avoir des éléments de preuve, puisque la justice ne fonctionne qu'avec ça. Même si c'est une preuve toute relative, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation. Donc c'est sur la parole, sur des certificats médicaux, sur une ambiance générale dans le couple. Mais il faut déjà des éléments pour demander une protection à la justice. Sinon, sans ça, c'est un petit peu compliqué. Mais en effet, on peut demander au conjoint d'être sorti du domicile. Mais en pratique, généralement, la victime, c'est elle qui sort du domicile. C'est elle qui va fuir le domicile, parce que justement, soit elle n'a pas déposé plainte, ou parce qu'elle préfère, parce qu'elle a peur, parce que monsieur ou madame ne veut pas quitter le domicile et préfère rester. Et parfois, on a tellement peur qu'il est plus simple de partir. C'est là qu'on arrive à l'hébergement d'urgence, pour une grande partie, puisqu'il y a d'autres charges à assumer, etc. Ou alors, si on n'a pas d'emploi, il est difficile de retrouver un logement aussi rapidement. Donc, souvent, ça passe par l'hébergement d'urgence. D'accord. Et quel type de structure, là, je me tourne vers Mme Gartner, quel type de structure existe justement pour accueillir ces femmes? Quel conseil donner à une victime qui voudrait fuir son domicile conjugal vis-à-vis des enfants? Est-ce qu'il vaut mieux prendre les enfants avec soi? Est-ce qu'il y a des possibilités d'hébergement et qui contacter? Peut-être des numéros d'urgence. Voilà, quels sont les moyens aujourd'hui qui sont fournis par les pouvoirs publics pour permettre cet accompagnement effectif d'éloignement? Alors en hébergement d'urgence, effectivement, il y a des structures qui existent dans le département, notamment sur Nancy, une structure qui s'appelle Arelia. Ensuite, le nombre de places n'est pas important, voilà. Et ça amène aussi un accompagnement, un placement d'urgence. C'est pas on a mis la personne à l'abri et puis ensuite on s'en occupe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on va l'accompagner tout au long donc de ce placement, s'il y a une place. Ensuite, on se réunit régulièrement, mensuellement, sur les attributions des places, également le suivi des personnes qui sont dans ces structures d'accueil. On évalue à peu près entre 6 mois la durée du placement, et qui permet effectivement de libérer pour accueillir d'autres personnes. Et puis on peut également aussi travailler sur des hébergements avec un éloignement, vraiment un éloignement géographique. Parce que quelquefois ça nécessite aussi à ce que la personne quitte le département, parce que elle est trop en danger avec les enfants. Donc ça arrive qu'à Nancy on prenne des femmes qui habitent dans un autre département, assez éloigné même du département, de façon à ce que vraiment on mette la femme et les enfants en protection. Donc ces centres d'hébergement permettent effectivement d'accueillir également des enfants, voilà. Des enfants de tout âge, des nourrissons aussi, parce que donc il y a ces situations d'urgence de protection au niveau de la mère et des enfants. Voilà.
Ça veut dire aussi que quelquefois, pour les personnes, il leur faut aussi ouvrir leurs droits, parce que quelquefois, tout était au nom du mari, hein, voilà. Donc, elles sont aussi accompagnées avec travailleurs sociaux et puis psychologues pour faire les accompagnements divers sur l'accès aux droits. Quelquefois, il y a peut-être aussi à revoir un titre de séjour, hein, parce que on est souvent lié à la situation qui nous lie au mari, hein, donc un regroupement familial ou marié en qualité de conjoint de français, il faut justifier de la communauté de vie, il n'y a plus de communauté de vie, on n'a encore pas une carte de résident de 10 ans, et quelquefois ça met aussi en défaut, en difficulté la personne, hein, pour pouvoir obtenir son maintien sur le territoire. Et la loi a prévu également, hein, des dispositions particulières pour ces femmes, hein, qui ont un statut donc étrangère sur le territoire, et de façon à pouvoir maintenir ou regarder l'attribution du titre de séjour. Voilà. Donc le conseil qu'on pourrait donner aux femmes qui veulent s'éloigner de leur domicile, ce serait quoi déjà au niveau des enfants, parce qu'on imagine que ça peut être compliqué si pour l'exercice notamment de l'autorité parentale du conjoint, est-ce qu'il vaut mieux partir avec ses enfants, est-ce qu'il penser à prendre ses papiers d'identité, etc. Alors vraiment être très pratique, voilà, une situation d'urgence, les démarches juridiques n'ont pas encore été entamées, quels sont tous les conseils qu'on pourrait donner à une femme victime? Madame Gartner, peut-être. En partie, on va compléter. La première des choses, c'est déjà aussi penser à ses papiers et comme on dit, mettre de côté, préparer la sortie, mettre de côté ses papiers, parce qu'on sait qu'effectivement, des conjoints prennent les papiers, hein, et donc sans papiers, c'est un petit peu difficile à faire les... Et puis aussi préparer quelquefois un peu quelques affaires, hein, à avoir un support familial ou d'amis, hein, parce que on peut pas recevoir non plus l'ensemble des personnes, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent le domicile et qui vont se réfugier amis, famille, un petit peu à l'extérieur, hein, voilà. Donc il faut préparer. Il est toujours mieux de quitter le logement, de quitter dans une phase, comme on dit, un petit peu de calme, hein, de façon à ce qu'effectivement c'est moins douloureux, hein, que lorsqu'on quitte en pleine crise. Voilà. Lorsqu'on sait qu'effectivement on est dans la décision de vouloir quitter et de partir. Et puis ensuite, les enfants, hein, c'est toujours la difficulté de garder sa fonction de parentalité quand effectivement on est à juxtaposer le problème du conflit conjugal et des violences conjugales. Voilà. Il faut savoir quand même que ça porte aussi atteinte aux enfants. Les enfants exposés aux violences conjugales, ça laisse des traces et ça fait beaucoup de dégâts aussi au niveau des enfants. Et c'est quelquefois aussi un déclencheur au niveau de la personne lorsque l'enfant était témoin, ou même l'enfant se trouve à un moment être aussi victime, hein, ou la personne sent qu'elle met en danger son enfant, et c'est aussi quelquefois une phase de décision pour quitter. Et la protection, elle sera amenée effectivement à... La mère prendra, ou la personne victime, hein, pensera aussi à prendre souvent les enfants, voilà, pour protéger. Et on le dit, hein, protéger la mère, c'est aussi protéger l'enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a, alors là, je me tourne vers vous, Monsieur Jambel, des profils types qui font émerger la violence, ou est-ce que ça peut concerner tout type de famille? Est-ce qu'il y a des déclencheurs comme ça qui peuvent amener à ce type de conflit? Est-ce que le conjoint violent, est-ce qu'on peut le détecter? Est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait au niveau notamment des plus jeunes pour éviter ce type de situation? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions dans votre question. Concernant un profil type d'agresseur ou un profil type de victime, il n'y en a pas. Il n'y a pas un profil type. Sur le mécanisme qui fait que l'auteur il y a quand même certaines personnes qui ont du mal à résister aux frustrations, qui sont assez égocentrées.
et qui sont plutôt, eux, exposés à être des auteurs. Et puis, ils vont toujours se présenter comme des victimes. Et ils vont être attirés et attirer des femmes qui ont plutôt un profil de sauveteur. Et ils se présentent toujours comme pauvre gars qui a souffert, qui a pas eu de chance, qui est malheureux. Et alors ça induit pas forcément des violences, bien sûr, mais c'est une relation qui s'engage sur quelque chose déjà de vertical, mais où le potentiel futur agresseur se présente comme en dessous de cette verticalité, comme en position basse. Et qui va attirer quelqu'un qui va avoir envie de le protéger, de le sauver. Et une fois que la relation est accrochée comme ça, eh bien les choses se retournent petit à petit. Et la victime devient persécuteur, et le sauveteur devient victime. C'est un peu le mécanisme. Mais comme disait Madame Gartner tout à l'heure, aucun milieu n'est protégé de ça. Et on peut trouver ce type de comportement chez des cadres, chez des hauts fonctionnaires, chez des ouvriers, des marins-pêcheurs. Il n'y a aucune... ces ressorts psychologiques sont indépendants de la position sociale. Voilà, peut-être pour résumer. On parlait des enfants aussi, c'est peut-être un point sur les enfants, et sur les conséquences que peut avoir ce type de situation sur les enfants pour la suite. Alors, est-ce que les conséquences psychologiques est-ce qu'ils peuvent aussi reproduire peut-être qu'ils ont vécu quand ils ont intégré des schémas familiaux? Est-ce que vous travaillez avec ces enfants-là? Alors, je travaille pas avec ces enfants, mais je travaille souvent avec les mamans de ces enfants. Ce qui est important, Madame Gartner le rappelait, les enfants exposés à des violences, avant on disait des enfants témoins des violences. C'est terrible parce que il suffit d'avoir un jour assisté à une agression dans la rue, dans le train ou je sais pas où, on n'est pas juste témoin de la violence, on voit bien comment on la reçoit, qu'on le veuille ou pas. On reçoit cette violence, cette espèce de vibration de violence terrible, comme ça qui est projetée pas seulement par les points et les mots par l'agresseur, mais ça vient profondément et ça ne reste pas à l'intérieur, ça diffuse autour de lui. Et quand on assiste à une situation violente, on voit bien comment on est impacté au niveau du ventre, au niveau du plexus, ça nous arrive directement, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Donc c'est important, très important, de considérer que les enfants témoins des violences sont en fait exposés aux violences et du coup sont victimes des violences. Le problème il y en a, le mot est faible. Le traumatisme pour l'enfant, c'est que il n'arrive pas à donner du sens à cette violence. Il subit quelque chose d'absolument envahissant. Il voit sa maman, en général, subir des choses absolument inacceptables, dont on lui a toujours dit qu'elles étaient absolument interdites. À l'école, s'il met une claque à un camarade, il est puni. Et il voit son papa tabasser sa maman. Et ça n'a pas de sens pour lui. Il peut pas... parce que ce qui nous aide des fois à surmonter des difficultés, c'est de leur donner du sens à cette difficulté. Les enfants ne donnent pas de sens à cette difficulté. Et c'est ça aussi qui provoque le traumatisme. Donc les enfants qui sont exposés à des violences sont traumatisés par ces violences. Et ça évolue tout doucement dans la société, dans le droit. Et on voit bien tous les rappels qu'ont fait Madame Voiteau et Madame Gartner sur le caractère tout à fait récent des évolutions. Tout à fait récent de ces évolutions. Ça date de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et on voit bien que la société est en marche pour que les choses changent. Et il y aurait besoin je pense systématiquement d'une prise en charge spécifique des enfants victimes des violences parce qu'ils ont été exposés ou parfois ils les ont subies. On entend des histoires moi j'entends des histoires de pères qui relèvent les enfants à 2h du matin, qui les sortent du lit pour venir leur expliquer à quel point leur mère est mauvaise. Ils prennent pas de coups, ils n'ont pas de cocard le lendemain. Mais comment voulez-vous qu'ils aillent, qu'ils continuent leur vie comme si de rien n'était? C'est ce qu'on leur demande.
comment ils vont être à l'école le lendemain matin d'une nuit pareille? C'est juste pas possible. Est-ce qu'il y a des actions qu'on pourrait mettre en place, ou est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà mises en place auprès notamment des établissements scolaires pour prévenir éventuellement des futurs, pour prévenir la violence conjugale future? Pour travailler en milieu scolaire, on voit bien qu'il y a certaines représentations entre les jeunes filles, les jeunes garçons, des mots aussi qui sont dites dans l'établissement scolaire. Est-ce qu'il y a une action qui est menée au niveau des pouvoirs publics pour tendre vers expliquer ce que c'est que l'égalité entre les sexes, puisqu'après tout, on imagine bien que le sexisme, c'est finalement le terreau qui amène à ces violences-là. Alors effectivement, l'éducation nationale est dans l'obligation de faire des formations et de s'emparer donc de la question du sexisme, mais également de la question sur le respect de l'autre. Voilà. C'est autre que moi. Vous avez des associations, et notamment Je tue Huile, dont le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a vraiment investi dans ces modules de formation auprès donc des collégiens, auprès des enseignants, de façon effectivement à accompagner également les jeunes dans l'éducation à la sexualité, parce que on sait qu'effectivement la violence et la violence sexuelle, notamment chez les adolescents, elle est en augmentation. Et on le voit également aujourd'hui avec le cybersexisme. C'est-à-dire que c'est un outil noble et beau, l'Internet. Mais après, c'est comment l'utiliser et comment effectivement la loi se repose sur la protection des personnes qui sont victimes d'actions de la cyberviolence. Voilà. Aujourd'hui, on recense à peu près par classe 3 jeunes filles et 2 garçons qui sont en moyenne victimes de la cyberviolence et du cybersexisme. Donc la société aussi a évolué dans ses modes de représentation, tant au niveau des publicités qu'au niveau des représentations de clips vidéo, etc., et qui pose là la société tout entière sur qu'est-ce qu'on passe à nos enfants en termes d'éducation et en termes de normes, parce que on est quand même aussi sur une base du tolérable pour tout le monde. Tout le monde est dans sa liberté, mais la liberté, tant sexuelle qu'etc., elle s'acquiert dans une maturité, et où les bases, comme vous disiez, les lois, les bases sont communes, et où il y a le consentement. Voilà. Chacun est dans sa liberté, mais il faut effectivement qu'il y ait un consentement. Qu'on soit dans une situation égalitaire. On voit bien qu'il y a énormément d'actions qui sont menées auprès des victimes, auprès des familles. Et c'est vrai que le travail au niveau scolaire notamment, il faudrait peut-être voir sur les formations. Je ne sais pas s'il y a des formations qui sont faites au niveau des professeurs, au niveau des établissements, s'il y a des intervenants extérieurs. Parce que quand on entend ce qui est dit auprès des plus jeunes notamment, parfois c'est extrêmement violent. Aujourd'hui, il est pas rare d'entendre pour désigner la petite copine, sa propre petite amie, de certains élèves qui nous disent, qui parlent plus de ma meuf, plus de ça, mais qui parlent de ma pute. On entend ça maintenant dans les cours de récréation. Est-ce qu'il y a un moyen de faire prendre conscience de la violence que peut avoir ces mots, de la violence que peut avoir la diffusion d'images, ne serait-ce que qui atteint l'intimité, notamment des jeunes filles. Il y a beaucoup de jeunes filles victimes de cela. Est-ce que l'État s'est donné les moyens d'agir à ce niveau-là? Il y a une campagne actuelle qui est la campagne « Le sexisme, pas mon genre ». Donc elle s'est mise en place à compter du 8 septembre 2016 jusqu'au 8 mars 2017, qui sera la journée internationale des droits des femmes. Et durant ces 6 mois, cette campagne vise 3 objectifs. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment mettre un mot sur ce qu'est le sexisme, pouvoir le dénoncer, voilà. Et c'est-à-dire sensibiliser et former les personnes à avoir un sens critique aussi sur tout ce qui peut être diffusé et qu'on peut dire, ça, c'est du sexisme. De façon à ce que ce soit plus banalisé comme ça peut être banalisé. Et puis également,
dans cette notion donc de sexisme, mettre aussi en avant la réussite des femmes dans différents domaines, artistiques, culturels, médiatiques, sportives, entrepreneuriales, etc., etc. Parce que on rentre effectivement toujours dans cette infériorité qu'est la femme par rapport à l'homme, voilà. Et ces stéréotypes sont vraiment bien ancrés. On a déjà des petits bouts de chou, voilà, qui ont déjà des propos sexistes. Donc c'est vraiment une prise en compte de la société, de façon à ce que on puisse former les jeunes à ce qu'ils aient aussi ce regard critique et ce recul, et de reprendre l'autre en disant écoute, ton attitude, elle n'est pas acceptable. Monsieur Jandal, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir par rapport à l'éducation des jeunes gens, en particulier au collège. J'ai fait pendant 6 ans de l'éducation à la sexualité dans un collège. Et il y a quand même quelque chose qui est très prégnant en ce moment dans les représentations des jeunes gens vis-à-vis des jeunes filles et vice-versa, c'est la pornographie. Et on a un accès absolument direct, sans limite, n'importe quel enfant pour visionner de la pornographie. Et j'avais l'habitude de dire aux jeunes gens, vous ne pouvez pas plus apprendre à faire l'amour en regardant de la pornographie que vous pouvez apprendre à conduire en regardant Taxi 4. La différence, c'est que quand vous regardez Taxi 4 et que vous voyez 80 voitures retournées, et je sais pas quoi, parce que j'ai jamais vu, mais j'imagine comment c'est, quand vous allez dehors, vous voyez bien que la réalité ne correspond pas à ce que vous avez vu sur l'écran. Donc vous savez que c'est un divertissement et que ça n'a pas de caractère réel. En revanche, comment est-ce qu'on a une idée des relations sexuelles ? Parce que par nature, elles sont cachées, elles sont intimes, elles sont secrètes. Et du coup, quand le seul accès qu'on a à la sexualité, c'est la pornographie, avec des femmes qui sont présentées comme des objets disponibles, sans désir, enfin c'est pas un problème, en fait, il suffit qu'elles soient disponibles, et que les enfants pensent que c'est comme ça que c'est en vrai. À l'inverse, il y a des jeunes filles qui acceptent tout et n'importe quoi, parce qu'on leur dit mais c'est la norme, tout est normal. Et donc c'est important de dire aux enfants ce que vous voyez dans la pornographie. Il ne sert à rien de leur dire ne regardez pas de pornographie. Oui, le filtre parental ne marche pas. Mais ce qui est important, c'est de leur dire, c'est que quand vous regardez de la pornographie, vous ne voyez pas la réalité, vous voyez une représentation fantasmatique de la sexualité. Alors on a de la chance aujourd'hui d'avoir justement 2 jeunes ados. Peut-être tenez, nous donner votre avis sur ce que vous entendez. Est-ce que vous constatez dans vos établissements scolaires, est-ce que vous voyez ce type de comportement dans les cours de récré, les mots qui peuvent être dits ? Timothée ? Des mots, oui, mais après... Alors qu'est-ce qui se dit ? Ça dépend, vu qu'il y a des... C'est pas vraiment... je sais pas comment dire... Il y a avec des personnes, on sait que c'est entre nous, du coup il y a rien de... Et puis c'est pas vraiment violent. Et puis il y a des autres personnes où on peut voir ça. Mais tu crois que c'est pas vraiment violent ? Ça dépend. Pour la personne qui l'entend. Non, c'est pas ça. C'est que dans nos propos entre amis, c'est pas des trucs exceptionnels. C'est des petites insultes, mais c'est... Alors c'est quel type d'insultes ? Je sais pas, des trucs sympas, t'es con, voilà, il y a rien de... Après, on se le dit, on se leur dit, mais c'est pas... personne le prend, et puis si quelqu'un le prend mal, on arrête, en fait. Et sur les garçons et les filles, ça se passe comment, alors ? Normal, c'est une amitié. Tout le monde s'entend bien, enfin, entre nous, on s'entend bien. D'accord. Alors, vous êtes des enfants modèles ? Non. Sûrement pas. Ce serait trop dur. Et il y a cette éducation justement à l'égalité entre les hommes et les femmes, ou est-ce qu'il y a encore certains propos, par exemple, je sais pas moi, s'il y a un petit garçon par exemple qui est pas bon en foot, bon, ça arrive quand même, non, de dire c'est comme une fille, où il y a des choses qui sont réservées aux filles, puis des choses réservées aux garçons. Ça existe plus ça dans les cours de récré ?
Si, mais c'est pas... Dans les cours de récré, j'entends pas trop, tu vois, parce que c'est les cours de récré, nous on est entre nous, après en sport ça arrive. Ah, il y a encore la séparation des filles et des garçons alors. Ouais. Mélangez pas trop. Oui, voilà. Pas encore, ça changera. Donc on va revenir peut-être... Mais je voulais quand même revenir sur les campagnes quand même au niveau de l'école, hein, parce qu'on a aussi la campagne non harcèlement à l'école, hein, où il existe aussi un numéro de téléphone gratuit, hein, qui est le 30-20, et je pense que c'est intéressant aussi de le rappeler. Hein. Également un site internet qui permet effectivement de net écoute, hein, donc, et qui permet, donc c'est un numéro vert, hein, 0800 200 000. Hein. Et il y a une autre campagne également actuellement sur le harcèlement sexiste et les violences dans les transports en commun, dont nous, cette année en Meurthe-et-Moselle et principalement à Nancy, dans le cadre de la journée du 25 novembre 2016, une marche participative va être organisée la veille, le 24 novembre, place de la République. Voilà, on reviendra peut-être un peu plus tard sur ce projet. Mais il faut savoir quand même que tant les violences que le problème du sexisme, etc., c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des notions qu'on doit travailler vraiment en transversalité. Parce que dans le monde du travail aussi, on est aussi dans ces situations de harcèlement sexuel et sexiste. Voilà. Tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'accès aux droits, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en transversalité, hein, dans toute la sphère de la vie et surtout aussi familiale, parce que on est aussi dans des familles, hein, où l'insulte est devenu quelque chose de tout à fait banal. Voilà. Et donc, faites attention aussi au sein de la famille, des frères et sœurs, hein, comment quelquefois les frères et sœurs s'adressent entre eux. Hein. Et on a, comme on dit, des curseurs dans les familles. Hein. Il y a le curseur, comme on dit, de la vulgarité, qui n'est pas le même, hein, d'une famille à une autre. Voilà. Et lorsque l'enfant il est à l'extérieur, ce qu'il va dire comme une banalité, parce qu'il l'entend comme ça chez lui d'une façon... 5, 6, 10, 30 fois par jour. Hein. Pour l'autre personne, c'est... Ça ressenti comme une violence. Ah bah oui, complètement. Hein. Donc, tout le monde n'est pas dans les mêmes valeurs au niveau de l'insulte. Oui, et puis pour rebondir sur les représentations qu'on peut avoir vis-à-vis de la pornographie, peut-être aussi dire aux parents de briser ce tabou, de parler avec leurs enfants justement de quelle est la norme, voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de tabous quand même au sein des familles sur cette question-là, où on n'aborde pas les questions de la sexualité, qui pourtant sont des notions essentielles, surtout aux âges des 14-15 ans. Ça commence déjà. Il y a un dernier rapport là qui est sorti le 13 juin 2016, hein, justement sur l'éducation à la sexualité dans l'éducation nationale, hein, qui est assez catastrophique en termes de constat, hein, où déjà des jeunes filles, jeunes hommes ne connaissent pas leur corps, donc et puis où l'éducation à la sexualité est restée sur l'appareil génital reproductif de l'homme et de la femme, mais il faut aller au-delà, hein, et voire même aucun manuel aux nouvelles générations, parce que les jeunes maintenant et voire même encore cette question quand même assez prude. On ne parle même pas de plaisir. Dans un manuel sur l'éducation à la sexualité, si on n'ose pas mettre le mot plaisir, alors on n'est pas du tout dans cette démarche. Il faut absolument aussi lever ce couvercle-là. Et puis on est dans ces difficultés de parents. On parle beaucoup du plaisir de l'homme et pas beaucoup de la femme. Voilà. Ça fait partie aussi de ces schémas. Et puis des parents aussi qui, légitimement disent la question de la sexualité, ce n'est pas l'éducation nationale de la traiter, c'est nous les familles. Mais toutes les familles ne sont pas en capacité de parler de l'éducation à la sexualité. Voilà. Et effectivement, on est aussi dans certains communautarismes sur cette notion de ce que c'est que la sexualité et comment on projette ou on voit la sexualité de la fille et comment on projette et on voit la sexualité de son garçon, qui est là également totalement différente. On va peut-être revenir sur les violences conjugales. Donc on a parlé effectivement de l'éloignement de la personne de son domicile familial, de dépôt de plainte.
peut-être rappeler aussi quelles sont déjà les peines encourues pour violence conjugale. On sait qu'on n'a pas abordé cette question. Alors, elles peuvent être tellement différentes, c'est en fonction de la situation, en fonction du certificat médical, c'est-à-dire de l'ITT, comme on parle. Alors, on n'est pas obligé de travailler pour avoir un ITT, parce que c'est vrai que c'est en rapport avec le travail, mais en fait, c'est simplement avoir des diminutions dans la capacité au quotidien ou au travail, bien entendu, mais en fait, dans la vie. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, si c'est un délit, si c'est un crime, le viol est un crime. Donc là, on passe au-dessus. C'est difficile, franchement, de donner. C'est compliqué. Il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en considération et la décision, elle appartient au juge. Et dans les mesures de protection qui peuvent être prononcées par la justice, ordonnance de protection, éviction du conjoint violent. La loi de 2014 a rendu, normalement, l'idée, c'est que ça soit plus rapide, que l'ordonnance, au lieu de 4 mois, elle soit de 6 mois, renouvelable. Et puis, on parlait des enfants tout à l'heure, si je peux revenir là-dessus. Justement, l'idée, quand on pense quitter le domicile, dépôt de plainte ou pas, mais ce qu'il faut faire, c'est tout de suite aller déposer une main courante pour dire « je quitte le domicile pour violence conjugale ». Ça permet de se protéger, de dire « je suis partie avec les enfants donc je ne les ai pas enlevés, je suis partie avec les enfants, je le dis au service de police, je ne peux plus me maintenir à domicile parce que je suis victime ». Encore une fois, c'est une preuve relative, mais on va le dire, etc. et ça protège. En fait. Oui, l'idée, c'est éviter que le conjoint violent puisse utiliser la justice pour déposer plainte contre la victime. Et dire elle a quitté le domicile conjugal, il y a un abandon de domicile. Voilà, alors que quand on est marié, alors c'est surtout pour les couples mariés, on est censé rester vivre sous le même toit. C'est une obligation légale, il n'y a que le juge qui peut l'autoriser, sauf justement en cas de violence ou de danger. Donc en effet, on peut partir avec les enfants, puisque par principe, chaque parent a l'autorité parentale. Donc si on n'a pas de décision de justice, justement, que l'autre parent qui n'a pas les enfants va à la gendarmerie ou à la police dire « elle m'a enlevé les enfants », mais monsieur, vous avez l'autorité parentale autant que l'autre parent. Donc justement, il faut rapidement saisir la justice pour définir un cadre, parce qu'il y a ces violences qui sont là, mais les droits du parent restent là. S'il n'y a pas eu de violence sur les enfants qui ont été avérés, etc., la justice considère que... on va dire un mari ou une femme violente n'est pas forcément un mauvais parent. Donc il peut, s'il n'y a pas de violence exercée directe, je le constate en fait dans ma pratique. Malheureusement, la loi peut parfois dire autre chose, mais il y a des droits de visite à organiser souvent. Droit de visite et hébergement avec des passages de bras, où la violence peut d'ailleurs exploser à ces moments-là. Donc on peut mettre en place également des lieux neutres pour les passages de bras, ou alors des lieux neutres où là, les droits de visite se font justement entourés par une éducatrice, un psychologue, parce que là, il y a quand même peut-être un danger, une suspicion en tout cas, avec quelques éléments. Il y a des associations sur Nancy comme Réalise, j'avoue en pratique sont débordées, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on aurait besoin justement de lieux où on peut donner l'enfant et l'autre vienne le chercher, quoi. Parce que la violence, souvent, au moment du passage de bras, donc certains prennent des stratagèmes, ils vont aller devant la police ou à la gare pour que ça soit dans un lieu public. C'est un peu des techniques, en fait. C'est un peu... faut s'adapter parce que c'est compliqué en pratique. On n'a pas assez de lieux. Malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour justement le lien enfant et puis associé à cette violence sur le concubin. Donc on a le CIDF de Lunéville qui fait également ce passage de bras, également à Longwy-Briey. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi des disponibilités aussi de personnes. C'est souvent ça se passait samedi, les dimanches, donc c'est-à-dire qu'effectivement il faut aussi ouvrir. Et puis on a aussi des passages de bras qui se font la semaine, parce que une possibilité pour des parents d'avoir l'enfant le mardi, le mercredi, etc. Donc en semaine, c'est quand même un peu plus facile qu'au niveau des week-end où effectivement là on se trouve quelquefois avoir beaucoup de demandes, voilà. Et c'est le juge des affaires familiales qui exige ce passage de bras, voilà. D'accord. Et pour l'attribution du logement, ça c'est aussi une question qui est importante. Imaginons par exemple que le logement est au nom, en tout cas légalement, au nom du conjoint violent. Est-ce qu'il y a une possibilité d'attribuer le logement à la personne victime et d'avoir une procédure d'éloignement du conjoint ?
Alors déjà, ça dépend aussi de la situation, si on est marié, etc. Sous quel régime aussi on est marié, bien entendu, hein, parce qu'en par principe, tout peut tomber dans la communauté, comme on dit. Mais en effet, si on a un bien immobilier qui a son propre nom, mais quand on est marié, vu que c'est le domicile conjugal, c'est ça. Là, on n'est pas dans on liquide le régime matrimonial après le divorce, où on récupère ses affaires. Là, on est sur une résidence qui est la résidence de famille, donc c'est ce qui compte pour le moment. Donc, en effet, dans l'ordonnance de protection ou hors ordonnance de protection, dans la procédure classique, le juge, si la victime ou la personne le demande, peut se faire attribuer le domicile et expliquer les raisons. Et en effet, c'est tout à fait possible, d'attribuer et de demander la sortie de l'autre. De toute façon, à la première audience pour une procédure de divorce classique, il est décidé qui va rester dans le domicile. D'accord. Donc même si la personne, encore une fois victime, n'a pas officiellement la propriété du bien. Elle demande simplement l'attribution du domicile, voilà, sans expliquer les raisons. Et après, dans l'ordonnance de protection, en effet, là, on va dire, je veux faire sortir l'autre personne du domicile et moi y habiter. D'accord. Bon, je vois qu'on me fait signe qu'on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Peut-être faire un dernier tour de table. Et voilà, s'il y a des compléments d'informations que vous souhaitiez développer. Et puis ensuite, on conclura avec... vous demandez vos avis aux plus jeunes. Et puis voilà. Allez, Monsieur Jambel. Oui, je voudrais terminer sur un message pour l'entourage des personnes victimes. C'est vrai qu'on entend beaucoup de jugements sur les personnes victimes. Pourquoi elle s'en va pas? Si elle reste là, c'est qu'elle le veut bien. Tout ce genre de discours. Les femmes victimes de violences n'ont pas besoin de jugement. Parce qu'il faudrait avoir en tête une petite métaphore. C'est que le problème qu'on n'a pas rencontré, c'est un lézard. Quand on le rencontre, c'est un dragon. Et quand quelqu'un vient vous parler d'un dragon, il ne faut pas lui dire qu'on entend parler d'un lézard. Et si on a cette conscience-là, alors du coup, on ne sera pas jugeant. Et on entendra la souffrance de l'autre plus facilement. Et c'est ça qui va aider la personne à faire son chemin. Madame Gertner. Alors, je conclus. Je voulais deux petites choses quand même. Une chose, c'est que on a aussi des actions de prise en charge des auteurs de violences, parce qu'il faut pas les oublier non plus. Et donc, il faut aussi accompagner. Il y a des actions d'accompagnement pour les auteurs de violences. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'au niveau national, il y a un numéro, le 3919, qui est donc le numéro Stop Violence Faite aux Femmes, qui est un numéro vert, qui fonctionne 7 jours sur 7 et qui permet effectivement d'orienter les personnes. Donc, il est complètement anonyme, mais en fonction du lieu où la personne a appelé, ce sera après réorienté dans le département. En 2013, on a eu environ 42 000 appels. Et après la campagne faite sur le 3919 en 2014, c'est plus de 72 000 appels. Et on est actuellement dans ces mêmes nombres de 72 000 appels. Donc surtout, n'hésitez pas non plus, le 3919. Très bien. Moi, je veux conclure un petit peu sur le fait de révéler cette violence. Bien sûr, je vais citer le CIDFF, puisque c'est la structure dans laquelle nous travaillons et on agit. C'est important, le CIDFF n'a pas d'orientation, n'a pas de connotation judiciaire, etc. L'important, c'est qu'on puisse venir parler, discuter, s'informer, connaître ses droits. On ne force à rien. On ne force pas les personnes à aller déposer plainte. On écoute, on s'adapte à la situation. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'en effet, il y a des hommes victimes de violences. On parlait de sexisme tout à l'heure. En effet, un mec d'1m80 n'est pas censé être violenté par quelqu'un qui fait 1m50, mais en réalité, si, puisque c'est beaucoup d'autres choses qui sont à prendre en compte. Donc, messieurs et mesdames, n'hésitez pas à venir au CIDFF. On est sur Nancy, Vendeuvre, Maxéville, Longwy également et Lunéville, pour venir discuter et voir les possibilités qui s'offrent à chacun en fonction de la situation de violence et familiale. Voilà. Très bien. Oui, parce que